première période, rien encore à la marque, alors que la deuxième boule va être tirée. Salut les amis de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et si je vous disais que Facebook, Google, Amazon décidaient de fusionner pour diriger le monde? Et si pour nous tenir tranquilles, pour nous vendre une illusion de liberté, ils nous balançaient un sport où la mort est quasiment la règle du jeu? Un show où l'héroïsme individuel est un bug dans le système, une anomalie à effacer. En 1975, un film a imaginé ce futur-là. Son nom, Rollerball. Toujours en attaque, tentant d'égaliser le score. Sanchez contourne l'avocat, prend la boule et marque la tire à revers. Et le plus flippant, c'est à quel point il a visé juste. Lorsque j'ai découvert ce film à la télévision, le seul sujet, c'était le sport ultra-violent. Et je me rappelle qu'avec les copains, on jouait à rollerball, en patin à roulettes, un cul de bouteille découpé pour faire le réceptacle et une balle de tennis pour faire la boule en acier. On était des vrais guerriers, on n'hésitait pas à se bousculer, à se faire tomber pour accéder à un semblant de jeu hyper stylé. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce chef-d'œuvre de la science-fiction, ce film culte et prophétique de Norman Jewison. Je n'ai plus trop l'âge de chausser des patins à roulettes, mais on va voir pourquoi, presque 50 ans après, Rollerball est bien plus qu'un simple film de sport violent. C'est un miroir glacial de notre propre société. Alors, mettez vos casques, on va rentrer dans l'arène. Pour bien apprécier Rollerball, il faut d'abord se projeter. Oubliez tout ce que vous connaissez. Le film nous projette en 2018. Et oui, 2018. Pour nous, c'était hier, mais pour le public de 1975, c'était un futur lointain et tout à fait crédible. Dans cette version de 2018, il n'y a plus de nations, plus de frontières, plus de guerre. L'humanité a enfin trouvé la paix, du moins en surface. Les pays se sont écroulés après les guerres corporatistes. Et qui a gagné? Eh bien, pas un État, mais des entités beaucoup plus puissantes, les corporations. Le monde est maintenant découpé en 6 énormes cartels qui gèrent absolument tout. L'énergie, les transports, la nourriture, le logement, la communication et le luxe. En gros, votre vie de la naissance à la mort est une longue transaction avec ces méga-boîtes. En échange, elles vous donnent un confort matériel total, une vie sans galère, sans maladie, sans gros soucis. Le rêve, non ? Sauf que le prix à payer pour ce confort, eh bien, c'est votre liberté et surtout votre liberté de penser. L'info est contrôlée, l'histoire est réécrite et les vraies décisions sont prises par des types en costard que vous ne verrez jamais. La population est maintenue dans un état de bonheur sous anesthésie, une sorte de coma consumériste. Les petites pilules bleues font l'objet de cette quête du bonheur. Mais les corporations le savent, l'être humain a une part d'ombre, une agressivité qui doit sortir. Si on la refoule, ça finit par exploser. Alors, comment on canalise cette violence sans retourner à la guerre totale? Avec un coup de génie marketing et politique, le rollerball. Ce n'est pas qu'un sport, c'est une institution, une thérapie de groupe planétaire. Le pain et les jeux à l'ère de la corporation. C'est un exutoire mondial diffusé en boucle pour que les masses purgent leurs pulsions violentes par procuration, bien sagement installées dans leur canapé. Et le message martelé par les dirigeants est simple et brutal, aucun joueur n'est plus grand que le jeu. Autrement dit, l'individu n'est rien, la corporation est tout.
Le rollerball a été créé pour prouver que l'effort individuel est futile face à la machine. C'est une leçon d'humilité par l'ultraviolence et pendant des années, la leçon est rentrée, jusqu'à ce qu'un homme, un seul, commence à devenir plus grand que le jeu. Cet homme, c'est Jonathan E., notre héros joué par le charismatique James Caan, qu'on ne présente plus. Jonathan n'est pas un intello ni un révolutionnaire, c'est un athlète, le meilleur joueur de rollerball de l'histoire, capitaine de l'équipe de Houston. Il représente la corporation de l'énergie. Il est au sommet. Il vit dans un appartement de luxe, il a une carte de privilège qui lui donne accès à tout, et les femmes lui sont carrément assignées par la corporation comme des accessoires de luxe. J'ai trouvé ça, maître. Ça me va bien. Il a tout ce que ce monde peut acheter. En échange, il livre son corps à la piste. Mais c'est quoi le rollerball au juste ? Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film, imaginez une piste de vélodrome inclinée. Dessus, deux équipes s'affrontent avec des joueurs en patin à roulettes et d'autres à moto. Eh oui, surprenant. Le but, c'est choper une balle en acier de 9 kg, lancée à plus de 150 km/h, et la mettre dans un but en forme de cône. Présenté comme ça, on dirait un handball violent sur roulette, sauf que les règles sont quasi inexistantes. Presque tous les coups sont permis. Les contacts sont d'une violence folle, les chutes sont souvent mortelles et les motos servent autant à lancer les joueurs qu'à endommager les adversaires. C'est un chaos organisé, une danse macabre où le but est autant de marquer que de démembrer l'équipe d'en face. Et la façon dont Norman Jewison filme ça est magistrale. Il ne glorifie pas la violence, il la dissèque. Les caméras nous plongent au cœur de l'action. Le son des corps qui s'écrasent et les os qui craquent est assourdissant. Mais là où Jewison est un génie, c'est qu'il balance cette boucherie avec de la musique classique, notamment la toccata et fugue de Bach. Mais si vous connaissez cet air. Ce décalage crée une ambiance hyper étrange, presque religieuse, comme si on assistait à un sacrifice, une sorte de secte qui dirige le monde, et le sport devient une cérémonie sanglante pour une société qui a perdu son âme. Pendant ce temps, le public, lui, il est en transe. Il hurle à chaque coup violent, à chaque joueur évacué sur une civière. Ces gens qui vivent dans un monde aseptisé viennent chercher leur dose d'adrénaline, leur petit frisson de mort par procuration. C'est le triomphe de la société du spectacle poussé à son extrême le plus glauque. Et au milieu de ce cirque, Jonathan E. est l'idole absolue, un peu trop au goût de certains. Le tournant du film n'arrive pas sur la piste mais dans un bureau froid et luxueux. Jonathan est convoqué par Monsieur Bartholomew, le big boss de la corporation de l'énergie, joué par un John Houseman d'une froideur impériale. Me retirer? De quelle façon? Lors de l'émission qu'on vous réserve, il s'en trouve qui pensent que cette émission se prêterait très bien à l'annonce de vos adieux au rollerball. La scène est un chef-d'œuvre de tension. Bartholomew, avec un calme terrifiant, annonce à Jonathan que la corpo a décidé qu'il devait prendre sa retraite. Pas à la fin de la saison, mais tout de suite. On est dans la même vibe que la chanson de Bernard Lavilliers, Bon pour la casse. Convoqué par le DRH et l'Inquisition, pas de rédemption. Jonathan ne comprend pas. Il est au top de sa carrière. Pourquoi ? Demande-t-il. Bon pour la casse, pas de rédemption. Vous venez de fournir un effort. Vous êtes là. Allez dans votre ranch, mais réfléchissez. Et rendez-vous à l'évidence. Et c'est là que le film devient brillant. Bartholomew ne donne jamais la vraie raison. Il noie le poisson dans un jargon de manager.
décision du comité, bien supérieur, harmonie du système, des mots vides qui cachent mal la menace. Ce n'est pas un jeu où un homme est censé devenir fort, Jonathan, lui dit-il enfin. La phrase est lâchée. Le problème, ce n'est pas que Jonathan est bon, le problème c'est qu'il est trop bon. Il a survécu trop longtemps, il est devenu un symbole. Il va tirer et il marque. Il marque et c'est la fin de la première période. Rappelez-vous le but du jeu, montrer que l'individu n'est rien, sauf que Jonathan, par son succès, prouve l'exact contraire. Il montre qu'un homme seul peut dominer la machine. Les fans ne crient plus Houston, ils crient Jonathan, Jonathan, Jonathan. Il est devenu plus grand que le jeu. Il est un virus dans la matrice bien huilée de la société. Et le système doit éliminer les virus. Le refus de Jonathan est le grain de sable dans l'engrenage. Ce n'est pas un héros révolutionnaire, il veut juste continuer à faire la seule chose qui donne un sens à sa vie. Mais en disant non et en posant des questions, il commet le crime ultime dans cette société. Il affirme son individualité. Sa quête de réponse le mène alors à la Bibliothèque mondiale de Genève. Il n'y a plus de livres. Tout a été résumé, stocké par un super ordinateur qui se nomme Zéro. Allez-y. Négatif. Oh, ce garçon est Jonathan E. Il doit savoir. Allez-y. Le XIIIe siècle est négatif. Le XIIIe siècle est négatif. Jonathan veut lire des bouquins sur les corporations, comprendre comment ça marche. Le bibliothécaire lui explique avec un petit sourire que ces infos sont mal classées ou que Zéro a des trous de mémoire. La scène est glaçante. Ce n'est pas de la censure, c'est pire. C'est la dissolution du savoir. Le passé est effacé, pas en brûlant des livres, mais en les rendant inaccessibles dans un brouillard numérique. Vous le devez, Zéro. Vous êtes fou. Vous me mettez hors de moi. Négatif. Pour contrôler le futur, il faut contrôler le passé. Jonathan comprend qu'il est seul. S'il veut des réponses, ce sera sur la piste du rollerball. Puisque Jonathan ne veut pas partir de son plein gré, les corporations décident de le faire sortir par la force. Pas question de l'assassiner, ça en ferait un martyr. La solution est bien plus perverse. Elles vont changer les règles du jeu pour le rendre encore plus mortel, en espérant qu'il soit éliminé, entre guillemets naturellement, pendant un match. C'est l'escalade. Pour la demi-finale contre Tokyo, on annonce les nouvelles règles. Plus de pénalités et quasiment plus de remplacements. En clair, c'est un permis de tuer. Le match qui suit est une vraie boucherie. Jewison ne nous épargne rien. La violence, déjà extrême, devient apocalyptique. Et c'est là que le film pose sa question la plus dérangeante. Jusqu'où on est prêt à aller pour le spectacle? On est dans une arène comme au temps des gladiateurs. La régression est flagrante. La mise en scène est cruciale. Jewison ne se vautre pas dans le gore. Il analyse notre fascination morbide. Préparez la civière, alertez l'antenne médicale, McPherson pisse. Le meilleur ami de Jonathan, Mumpy, est sauvagement attaqué et finit dans un état végétatif. On ne fait pas de cadeaux. Il a fait son temps et on demande à son ami de signer pour le débrancher. Naïvement, Jonathan demande au pseudo-médecin « Est-ce qu'il rêve encore ?» Tracé plat, il n'y a plus rien à faire, c'est inconsommable, il est usagé et bon à jeter. Quelle violence! Est-ce qu'il rêve? Non. Onde cérébrale rectiligne, il n'y a aucune trace de conscience. Simplement un coma profond. Vie végétative, pas de rêve, rien. Durant ce match, la violence donc n'est plus un concept. Elle devient personnelle, tragique. Pour Jonathan, ce n'est plus un sport, c'est une guerre. Il se bat pour sa vie et pour la mémoire de son ami. Il devient plus dur, plus impitoyable, parce que le système l'y a poussé. C'est une critique au lance-flammes de la dérive des médias. Imaginez une télé-réalité où les candidats risquent leur peau pour l'audimat. On n'en est pas si loin en fait. Rollerball nous tend un miroir et nous demande « Alors, ça vous plaît, ça vous amuse ce spectacle de la souffrance ?»
Et le plus ironique, c'est que Norman Jewison voulait faire un film anti-violence. Il a été horrifié quand à la sortie du film, des promoteurs l'ont appelé pour acheter les droits et créer de vraies ligues de rollerball. C'est la preuve ultime que son message a été à la fois compris et totalement ignoré. Jewison dénonçait notre fascination pour la violence et la partie du public a répondu « Génial, on en veut encore ». Ce malentendu tragique est peut-être le commentaire le plus juste du film sur notre société. Malgré le carnage, Houston gagne. Mené par un Jonathan fou de rage, les corporations ont échoué, il ne leur reste plus qu'une seule carte à jouer, la finale. Et pour l'occasion, elles vont inventer la règle ultime. Le jour de la finale mondiale, l'ambiance n'est plus à la fête, elle est funeste. Le monde entier regarde, car les dirigeants ont annoncé la règle finale, celle qui doit résoudre le problème Jonathan. Pour ce match, pas de pénalité, pas de remplacement, pas de limite de temps. Le jeu s'arrêtera quand il ne restera plus qu'un seul homme debout. Ce n'est plus un match, c'est une exécution publique déguisée en événement sportif. Son ex-femme vient le voir, le dissuade de continuer ce jeu, lui dit qu'il va mourir, une once d'humanité dans la voix. Mais c'est trop tard. Jonathan efface les images de ses souvenirs heureux de ces jours qui lui semblaient être siens. Il ne lui reste plus rien à perdre. Le match commence alors et c'est le chaos absolu, une sauvagerie sans nom. Les joueurs tombent les uns après les autres, les motos explosent, la piste est jonchée de corps. C'est un retour à la barbarie. Au bout d'un temps qui paraît une éternité, le bruit s'arrête, le silence tombe. Il ne reste que 3 hommes, Jonathan et 2 adversaires hagards qui s'avancent vers lui. Ce qui suit est l'une des fins les plus puissantes de l'histoire de la SF. Jonathan, blessé, à bout de force, se bat et neutralise ses 2 derniers adversaires. Il est le seul survivant, le seul homme debout. Lentement, il ramasse la boule de métal, il patine en chancelant vers le but adversaire. Et là, dans un silence de mort, il marque l'ultime point. Le public est muet, les commentateurs sont muets. Dans sa loge, Bartholomew, le visage défait, est muet. Jonathan a gagné, il a vaincu le jeu. Il a prouvé au monde entier que l'individu pouvait l'emporter sur le système. Il entame alors un dernier tour d'honneur, lent et solitaire. C'est là que la musique de Bach reprend, majestueuse et funèbre. Et la foule, comme si elle se réveillait d'un cauchemar, se met à scander son nom, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Jonathan, Jonathan, Jonathan! L'image se fige sur son visage ensanglanté et déterminé. À la fin, ça veut dire quoi? C'est une victoire? Oui, Jonathan a gagné sa bataille, il a survécu. Mais a-t-il gagné la guerre? Le système des corporations est-il tombé? Probablement pas. Le film, et c'est ça qui est fort, nous laisse avec cette question. La victoire de Jonathan est symbolique, morale. Mais que se passera-t-il demain? Le système ne va-t-il pas juste couper la tête qui dépasse et continuer comme si de rien n'était? C'est toute l'ambiguïté de Rollerball et ce n'est pas un conte de fées, c'est une fable amère sur le pouvoir. Ce film a été un énorme succès en Europe qui a vu la portée au-delà du sport. Une salle sur Paris l'a même diffusé pendant 1 année non-stop. Aux États-Unis, le démarrage a été fracassant, car il a été vu comme un film violent sur un sport qui pourrait voir le jour pour de vrai. Mais le soufflet est vite retombé. L'Amérique n'aime pas lorsque l'on bouleverse l'ordre établi. Alors, que reste-t-il de Rollerball aujourd'hui? Eh bien, c'est un film culte. Son influence est énorme. On la retrouve dans Running Man, Hunger Games et des tas de jeux vidéo. Et on est obligé de parler du remake de 2002. Une catastrophe? Pourquoi? Parce qu'il a fait exactement ce que Jewison voulait éviter. Il a tout misé sur l'action tape à l'œil en virant toute la critique sociale et politique.
Le remake est devenu un spectacle décérébré que le film original dénonçait. En voulant être moderne, il est devenu ringard et inutile immédiatement à sa sortie, prouvant par l'absurde à quel point la vision de 1975 était juste. Faites de beaux rêves, Moonpie. Mauvaise habitude que je vous donne là. Car la force de Rollerball, c'est qu'il ne nous parle pas de 1975, ou de 2018 d'ailleurs, il nous parle de 2026. Il nous parle d'un monde où des géants de la tech ont plus de pouvoir que des États. Il nous parle de la culture de l'influenceur, où la célébrité est un produit. Il nous parle de la violence banalisée devenue un spectacle quotidien sur nos écrans. J'en reviens à mon propos du début, vous vous rappelez? Et si Facebook, Google et Amazon décidaient de fusionner pour diriger le monde? Allez, je rajoute YouTube. Eh bien, ça porte un nom, l'économie de l'attention. Le principe est simple. Dans un monde où l'info déborde de partout, la seule chose qui a de la valeur, c'est le temps de cerveau que l'on peut capter. Les architectes de vos vies numériques, les ingénieurs de Google, Meta ou TikTok l'ont bien compris avant nous. Ici même, sur YouTube, c'est l'algorithme qui fait la loi. Et ils ont bâti leur empire là-dessus. Comment ils font pour la capturer? En transformant leur plateforme en casino géant conçu pour exploiter les failles de notre cerveau. Prenez le scroll infini. Ce n'est pas un détail de design, c'est une définition consciente pour qu'il n'y ait jamais de fin, jamais de point d'arrêt qui vous ferait réfléchir. Ça vous maintient dans un état de consommation passive, comme une machine à sous qui ne s'arrête jamais. Et puis, il y a les notifications, les petits points rouges qui déclenchent dans notre cerveau une microdose de dopamine. Dans cette arène, les likes, les partages, les commentaires sont les applaudissements de la foule, et je vous en remercie. C'est la validation du public pour notre existence en ligne. On se bat pour eux, on ajuste ce qu'on dit, on polit nos vies pour en avoir plus. Un post qui devient viral, c'est une victoire, un message ignoré, c'est une défaite silencieuse, une chute dans les limbes de l'algorithme. Et il se trame quelque chose, ça c'est sûr. Tu as raison sur ce point. Mais personne ne veut en dire plus, et personne, c'est personne. Justement, les algorithmes qui gèrent tout ça ne sont pas des arbitres neutres, ce sont les maîtres du jeu. Leur seul but est de maximiser leurs engagements, c'est-à-dire le temps que vous passez sur la plateforme. Ils apprennent vos goûts, vos peurs, vos désirs, pas pour vous aider, mais pour vous retenir. Vous vous intéressez à un sujet triste, ils peuvent vous aspirer dans une spirale de contenu négatif. Vous cliquez sur la théorie du complot, ils vous en proposeront 10 autres. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que la controverse et l'indignation sont des moteurs d'engagement surpuissants. La plateforme ne cherche ni la vérité, ni votre bien-être, mais la performance. Car plus vous restez, plus elle gagne d'argent. Et c'est pas sur On se fait une toile que ça va arriver. Et oui, j'ai choisi une niche. Parler de films dont personne ne parle, ou presque pas, des films oubliés qui n'intéressent quasiment plus personne, sauf vous, une poignée d'irréductibles, de fans de cinéma, de connaisseurs, et je vous en remercie. Ne me dites jamais cela, ne me dites pas que je ne peux pas. Moi, je peux. Et s'il le faut, nous vous abattrons. C'est là que la dystopie de Rollerball prend tout son sens. La violence n'a pas besoin d'être physique pour être captivante, elle est psychologique. Le spectacle, c'est vous, c'est votre temps, votre attention, vos émotions qui sont disséquées, analysées et monétisées. On dit souvent, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. En fait, c'est un peu plus subtil. Comme en cuisine, vous êtes plutôt la matière première. Le vrai produit, ce sont les prédictions sur votre comportement vendues au plus offrant. C'est ça, le capitalisme de surveillance. Le complexe corporatiste de l'énergie a tout fait. Et si le champion confisque à son profit le sens pour lequel fut institué le jeu, il doit alors perdre sur le champ. Rollerball n'était pas une prédiction, c'était un avertissement sur une société qui, pour un peu plus de confort et de divertissement, serait prête à sacrifier son esprit critique et sa liberté. Presque 50 ans plus tard, le coup de sifflet final n'a toujours pas retenti. Voilà, c'était trop tentant. Ce film comme Soleil Vert, Monde Ouest
tous les deux présentés sur la chaîne d'ailleurs, nous ouvrent les portes sur un monde tellement réel qu'il pourrait devenir le nôtre. La comparaison des corporations du film et des géants mentionnés, ces fameux GAFAM, ce sont des écosystèmes, des infrastructures. Ils ont réussi ce que les corporations de rollerball imaginaient. Reste cette année encore son buteur numéro 1. C'est donc un film indispensable que je vous conseille de revoir, non pas avec les yeux de l'enfant que vous étiez lorsque vous l'avez découvert, tout comme moi, mais avec vos yeux d'adulte, avec votre pouvoir d'analyse. Si cette analyse, justement, vous a plu et vous a donné envie de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu pour le soutien, boostez la vidéo. Je me répète, c'est très important pour ce fameux algorithme. Vous voyez, même moi, j'ai besoin de ma petite dose de dopamine pour me motiver. Lâchez un commentaire, toujours bienveillant et dans le ton de la chaîne. On se retrouve très vite pour une autre analyse de film qui fait réfléchir ou qui divertit. D'ici là, portez-vous bien, bonne toile. À très bientôt. Ciao, ciao. Le mois prochain, dans votre dernière séance, 2 grands films. Oui, je sais, c'est pas un scoop, c'est une manie chez nous. C'est même pas sportif, c'est nerveux. Ouais, c'est comme ça.